Chapitre 100. Ma mère n'avait rien su de toute cette histoire de duel qui l'eût fait mourir de chagrin si elle l'eût seulement soupçonné. Comme nous ne fûmes de retour au bureau que vers 1 heure, il fallut tout dire à Oudard, qui du reste parut assez satisfait du rapport de Betz et Talencourt sur la façon dont son employé s'était conduit. D'ailleurs, depuis l'avènement au trône de Sa Majesté Charles X, tout était en fête au palais royal. Le duc d'Orléans venait d'obtenir du nouveau roi ce qu'il avait inutilement sollicité de Louis XVIII, il venait d'être nommé Altesse royale. Louis XVIII, comme nous l'avons déjà dit, avait constamment refusé tous ceux qui sollicitaient de lui cette faveur pour monsieur le duc d'Orléans. « Il sera toujours assez près du trône, répondait-il. Au reste, Charles X se présentait sous les aspects les plus populaires. Pour faire pendant à son mot « il n'a rien changé en France, il n'y a qu'un Français de plus », il avait dit celui-ci beaucoup plus simple, mais non moins apprécié, « Mes amis, plus de censure », et au milieu de l'allégresse générale, son sacre se préparait avec une pompe merveilleuse. Les derniers sacres avaient porté malheur. On sait que Louis XVI, à Reims, ayant vivement ôté la couronne de dessus sa tête, « Qu'avez-vous, sire ?» lui demanda l'archevêque. « Cette couronne me blesse, » répondit Louis XVI. 20 ans plus tard, il était mort sur l'échafaud. Napoléon avait voulu pour le sacré plus qu'un archevêque, il avait voulu le pape, et il avait fait venir Pie VII de Rome à Paris, du Vatican à Notre-Dame. Il fallut presque un dieu pour consacrer cet homme, le prêtre, monarque de Rome, vint sacrer son front menaçant, car sans doute, en secret effrayé de lui-même, il voulut recevoir son sanglant diadème des mains d'où le pardon descend. 15 ans plus tard, Napoléon mourut à Sainte-Hélène. Enfin, c'était le tour de Charles X. Souverain de la chrétienté, informé de cette cérémonie solennelle, devait y être représenté par des ambassadeurs extraordinaires. Ces ambassadeurs extraordinaires étaient, pour l'Autriche, le prince d'Esterházy, pour l'Espagne, le duc de Villahermosa, pour la Grande-Bretagne, le duc de Northumberland, pour la Prusse, le général de Zastrow, et pour la Russie, le prince de Volkonski. Le 24 mai, à 11h30 du matin, le roi et le dauphin partirent des Tuileries et se rendirent à Compiègne. Tout alla bien jusqu'à Fismes, mais il fallait qu'un accident vînt apporter son mauvais présage à ce règne de 6 ans qui devait lui aussi aller se perdre dans l'exil. À la descente de Fismes, les batteries de la garde royale, placées dans un vallon à gauche de la route, firent feu pour saluer le roi. La détonation, répétée par l'écho, fut terrible. Au bruit de cette détonation, les chevaux de la voiture où étaient les ducs d'Aumont et de Damas et les comtes de Cossé et Curial s'emportèrent. La voiture versa et se brisa sur le pavé. Sur les 4 personnes qu'elle contenait, 2 furent grièvement blessés. Ce furent messieurs le duc de Damas et le comte Curial. Le comte Curial surtout, il eut la clavicule brisée. Le roi lui-même n'échappa à un incident pareil que par la force et la présence d'esprit de son cocher. Ses chevaux s'emportèrent, mais le cocher eut la présence d'esprit de ne point essayer de les arrêter et la force de les maintenir sur le milieu du pavé. Au bout de 10 minutes d'une course effrénée, ils se calmèrent d'eux-mêmes. Puis, arrivé au village de Tinqueux, le roi trouva le duc d'Orléans et le duc de Bourbon qui l'attendaient. La pluie qui n'avait pas cessé de tomber depuis le matin cessa. Le soleil, qui n'avait point paru encore, se montra radieux. Le roi monta dans la voiture du sacre avec monsieur le dauphin, monsieur le duc d'Orléans et monsieur le duc de Bourbon. Et la route jusqu'à Reims, dit la relation du sacre, ne fut plus qu'un arc de triomphe. En sortant des vêpres du sacre, Charles X signa l'amnistie accordée aux déserteurs de la marine et aux condamnés politiques. Ce fut cette amnistie qui ramena Carrel en France. 13 ans après, Charles X mourait à Göritz. Madame la duchesse d'Orléans avait assisté au sacre et en avait fait, sur son album particulier, une relation en italien. De retour à Paris, elle voulut avoir une traduction française de cette narration et chargea Oudard de la lui faire. Oudard, fort embarrassé, me donna l'album. 2 jours de congé et mission de traduire la relation en son lieu et place.
Cet album était celui où madame la duchesse d'Orléans écrivait ses plus secrètes pensées et relatait ses plus secrètes actions. On ne m'avait aucunement recommandé de ne pas lire, et je lus. Au reste, sur cet album qui renfermait les actions et les pensées de la duchesse d'Orléans depuis 10 ans, sur cet album qui était destiné à ne pas sortir de ses mains, à ne même pas passer dans celle du duc d'Orléans, puisque c'était pour le duc d'Orléans que la traduction était faite, il n'y avait pas un mot que pût désavouer la chasteté d'un ange. Au milieu de tout ce que je lus, une chose me frappa. C'était la profonde reconnaissance de madame la duchesse d'Orléans pour les faveurs que prodiguait au prince son mari, le nouveau roi Charles X, et pour les bontés dont faisait chaque jour preuve pour elle et pour sa famille madame la duchesse de Berry. Hélas, en voyant le roi Charles X à Gratz et madame la duchesse de Berry à Blaye, combien de fois le souvenir de cet album ne se présenta-t-il pas à mon esprit et ne me fit-il pas frissonner à l'idée de ce qu'avait dû souffrir le cœur profondément religieux de Marie-Amélie quand ce que les princes appellent des nécessités politiques brisa entre les mains de son époux la couronne de l'un et l'honneur de l'autre. Puis une autre page arrêta encore mes regards et fixa longtemps mes yeux. C'était celle où madame la duchesse d'Orléans racontait comment son mari, entre deux caresses, lui avait, avec tous les ménagements possibles, appris la mort de son père, Ferdinand Ier. En effet, Ferdinand Ier, celui-là même qui avait retenu 18 mois mon père dans les prisons de Naples, celui qui avait permis qu'on tentât 3 fois de l'empoisonner, 1 fois de l'assassiner, celui-là venait d'être appelé à rendre compte, pasteur qui avait égorgé son troupeau, des terribles années 1798 et 1799. N'était-ce pas étrange que moi, fils d'une des victimes de ce roi, je tinsse entre les mains cet album où, le cœur plein de larmes, une fille déplorait la mort de ce roi? Bizarre rapprochement des fortunes et des destinées. Au reste, il était mort comme aurait pu mourir un juste, cet homme qui avait vu pendre devant ses yeux, brûler sous ses fenêtres, éventrer et mettre en morceaux en sa présence ceux qu'il avait appelés ses amis, ceux qu'une capitulation trahie lui avait livrés, ceux qui, sous un autre règne, eussent été l'honneur du roi et la gloire du pays. Le 3 janvier 1825, il s'était endormi tranquillement à 2 heures du matin. On l'avait entendu tousser plusieurs fois, et puis enfin à 8 heures, comme il n'avait point appelé selon sa coutume, les officiers de la chambre, suivis des médecins, étaient entrés dans son appartement et l'avaient trouvé mort d'une attaque d'apoplexie. Ferdinand Ier venait de régner 65 ans, il était mort à l'âge de 74 ans. Oudard eut sa traduction qu'il recopia de sa main et qu'il donna à la duchesse d'Orléans comme de lui. Il est vrai qu'il me rapporta fidèlement les compliments qu'il avait reçus à ce sujet et qu'il ajouta, chose dont je lui fus bien autrement reconnaissant, 2 billets du Théâtre-Français pour la première représentation du roman, comédie estimable en 5 actes en vers de la ville de Miremont, déjà connue, je dirais, non pas par sa bonne pièce, mais par sa bonne action du folliculaire. J'ai beaucoup connu de la ville. Une accusation de Lemercier l'avait fort tourmenté. Lemercier reprochait à de la Ville, qui avait été censeur, d'avoir arrêté sa pièce de Charles VI, à lui, Lemercier, et d'en avoir fait ensuite sur le même sujet une autre avec les mêmes idées. Mais d'abord de la Ville avait prouvé, par le folliculaire et par le roman, qu'il n'avait pas besoin des pièces des autres pour faire les siennes. Et en outre, il était parfaitement incapable d'une pareille action. Il y avait dans le roman une création charmante, celle d'un père ami et presque compagnon des folies d'un fils qu'il a eu à l'âge de 20 ans. Rien n'est plus vrai que cette situation que Delaville appliqua le premier au théâtre. Grâce à Talma, j'avais vu, quelque temps auparavant, la représentation du Cid d'Andalousie. L'exemple de Casimir de la Vigne avait été contagieux. Talma jouant un rôle dans la comédie, mademoiselle Mars s'était demandé pourquoi elle n'en jouerait pas un dans la tragédie. De là cette nouvelle réunion des 2 artistes dans le Cid d'Andalousie. Mais M. Pierre Lebrun, auteur d'un Ulysse qui n'avait pas été joué, ou qui avait été joué 1 ou 2 fois, ce qui était bien pis,
Monsieur Lebrun n'était point Casimir de la Vigne. N'ayant plus là, comme il avait eu en 1820 pour le soutenir dans Marie Stuart, la robuste ossature de Schiller, réduit au romanceros espagnol, c'est-à-dire à de simples indications de scène, tout lui manqua, force, originalité, style, et malgré cet appui inusité de Talma et de Mademoiselle Mars, qui avaient doublé la force de l'homme fort et qui ne purent dissimuler la faiblesse de l'homme médiocre, le Cid d'Andalousie tomba à la première représentation, se releva à la seconde à force de claqueurs pour se traîner agonisant pendant 6 ou 7 représentations, puis disparut enfin de l'affiche. Cette chute fut le commencement de la fortune pour M. Pierre Lebrun, académicien, pair de France et directeur de l'imprimerie royale. Ô médiocrité, vénérable déesse, toi qui possèdes le secret de cette précieuse essence que Vénus donna à Fan pour assurer la réussite dans le monde, toi qui as si longtemps repoussé Hugo, Lamartine et Charles Nodier, toi qui as laissé mourir Soulier et Balzac sans faire pour eux le tiers de ce que tu as fait pour M. Pierre Lebrun, toi qui détournes tes regards d'Alfred de Musset et qui fais bien, car toute originalité, toute puissance, toute verve fait cligner à sa lumière ton œil de hibou, toi dont la statue, haute de 100 coudées, devrait être fondue en zinc, afin qu'elle couvrît de son ombre le pont des Arts et le respectable monument auquel il conduit. Oh, médiocrité! Seule divinité qui n'est en France ni 21 janvier, ni 29 juillet, ni 24 février. Toi, la chose que je méprise par-dessus toute chose, sans te haïr, car je ne hais rien au monde. Sois toujours rebelle à moi et douce à mes ennemis, c'est la seule grâce que je te demande, et à cette condition demeure la maîtresse de l'avenir comme tu l'as été du passé. Oh, remarquez-le bien, cette chute du Cid d'Andalousie avait lieu en 1825. On pouvait donc espérer que 13 ans après, c'est-à-dire en 1838, ce malheureux Cid serait oublié de tout le monde, même de son auteur. Point. C'était à Compiègne, au camp. Monsieur le duc d'Orléans faisait pendant la journée les honneurs de la forêt aux chasseurs, le soir les honneurs des salons aux joueurs, aux causeurs et aux danseurs. Au milieu d'une de ces soirées, il passe une idée fatale dans l'esprit du malheureux prince. Il se tourne vers quelques poètes qui l'entouraient. « Messieurs, dit-il, voyons lequel d'entre vous a quelques vers à nous lire. » Chacun se tait, comme on comprend bien, et fait un pas en arrière. Monsieur Pierre Lebrun, lui, fait un pas en avant. « Moi, monseigneur, dit-il. » Et il s'assied, il tire de sa poche un manuscrit, entendez-vous bien, et au milieu du silence général, il lit le titre. « Messieurs, le Cid d'Andalousie. » Chacun se regarda, mais il n'y avait plus à y revenir, on était pris, et monsieur le duc d'Orléans tout le premier. La chose eut, par ma foi, un grand succès. La lecture terminée, les compliments faits, Dumas, me dit le duc d'Orléans, expliquez-moi donc quel est ce bruit que j'ai entendu du côté de la fenêtre et qui a interrompu monsieur Lebrun vers le commencement du 3e acte. Monseigneur, répondis-je, c'est A qui s'était tapi derrière les rideaux pour dormir plus à son aise, mais il paraît qu'en dormant, il a eu le cauchemar. Il a donné un coup de poing sur un guéridon et a cassé un cabaret de porcelaine de Sèvres, ce qui le rend fort triste. Oh, s'il est triste, il a tort, me dit le duc d'Orléans. Dites-lui qu'il était dans son droit et que je prends le cabaret sur mon compte. C'était un prince sage comme Salomon et juste comme Saint-Louis que ce pauvre duc. Le théâtre français, au reste, n'était pas en veine. Après avoir joué le Cid d'Andalousie de M. Lebrun, il joua la Judith de M. de Comberousse et le Bélisaire de M. de Jouy. Un important changement venait de se faire au théâtre de la rue de Richelieu. Sur la recommandation de messieurs Le Mercier, Viennet et Alexandre Duval, monsieur le baron Taylor avait été nommé commissaire royal en remplacement de monsieur Choron. Au moment où Charles X rentrait à Paris après le sacre, et comme monseigneur l'évêque d'Orléans avait ordonné des prières en action de grâce de la cérémonie qui venait de s'accomplir,
Monsieur Bergeron, curé de la commune de Saint-Sulpice, canton de Blois, après avoir donné en chère lecture du mandement de son évêque, ajouta ces simples paroles. Mais très cher frère, comme Charles X n'est point chrétien, qu'il veut maintenir la charte, qui est un acte contre la religion, nous ne devons pas prier pour lui, pas plus que pour Louis XVIII, qui a été le fondateur de cette charte. Ils sont damnés tous deux, que ceux qui sont de mon avis se lèvent. Et 300 auditeurs sur 400 se levèrent, manifestant par cet acte d'adhésion qu'ils étaient absolument du même avis que leur curé. Hélas, si l'Académie eût su quel homme c'était que ce baron Taylor, que l'ordonnance de Charles X introduisait dans le sanctuaire de la Comédie Française, si elle eût pu deviner qu'il en ouvrirait les portes à messieurs Alexandre Dumas, Victor Hugo et de Vigny, comme elle lut à l'exemple du roi Bergeron excommunier le roi Charles X. Mais elle n'en savait rien. Le premier mauvais tour que fit le nouveau commissaire du roi à ses protecteurs fut de faire jouer le Sigismond de Bourgogne de M. Viennet et le Camille de M. Le Mercier. Il va sans dire que ces deux pièces tombèrent à plat. Cela ne découragea point M. Le Mercier. Il résolut de changer de genre et commença un mélodrame intitulé « Le masque de pois ». Cela exalta M. Viennet, qui, au lieu de changer de genre, comme son honorable confrère, et résolu au contraire à faire triompher le sien, se mit à lire dans les salons un Achille fait depuis 20 ans et reçu depuis 10. « N'est-ce pas que mon Achille est bien colère ?» disait-il à M. Arnauld après une de ses lectures. « Oui, colère comme un dindon » répondit M. Arnauld. Au reste, peu d'hommes me faisaient plus beau jeu à la riposte que M. Viennet. C'était une véritable quintaine, à l'exception qu'il ne rendait pas le coup quand on le manquait. Il est vrai qu'il offrait une belle surface et qu'on le manquait rarement. Un jour, chez Nodier, il s'approche de Michaud. « Dis donc, Michaud, me fit-il avec cet air qui n'appartient qu'à lui, je viens de finir un poème de 30 000 vers. Que dites-vous de cela ?» « Je dis qu'il faudra 15 000 hommes pour le lire, » répondit Michaud. Un autre jour, dans un dîner, M. Viennet attaquait Lamartine. « Un fat, disait-il, qui se croit le premier homme politique de son époque et qui n'en est même pas le premier poète. » « En tout cas, répondit Madame Gay de l'autre côté de la table, il n'en est pas non plus le dernier, la place est prise. » M. Viennet, outre tout ce qu'il a écrit en vers, fables, comédies, tragédies, épîtres, poèmes épiques, a écrit en prose 2 lettres qui sont 2 modèles. Nous les citons entières et textuellement, l'analyse n'en donnerait pas une idée. L'une se rapporte à la nomination d'Hugo comme officier de la Légion d'honneur, l'autre à la propre nomination de M. Viennet à la pairie. Car M. Viennet fut député et pair de France, car M. Viennet est encore commandeur de la Légion d'honneur et académicien. Voici la première lettre de M. Viennet. « Monsieur, je n'ai pas dit que je ne voulais plus porter la croix d'officier de la Légion d'honneur depuis qu'on l'avait donnée au chef de l'école romantique. En ôtant mon ruban de la boutonnière où l'empereur l'avait placé, j'ai suivi seulement l'exemple de la plupart des généraux de la vieille armée qui trouvent plus facile de se faire remarquer en paraissant dans les rues sans décoration. Il ne s'agit ici ni de romantique ni de classique. Il est tout naturel qu'un ministre romantique décore ses amis. Il serait cependant plus juste de donner la croix de chevalier à ceux qui auraient eu le courage de lire jusqu'au bout les vers ou la prose de ces messieurs, et la croix d'officier à ceux qui les auraient compris. Je désire en outre qu'on n'en donne que 12 par an aux écrivains qui font des libelles contre les grands pouvoirs de l'État, les ministres et les députés. Il faut de la mesure dans les encouragements. Agréé, etc. Viennet. Voici maintenant la lettre de M. Viennet à propos de sa nomination comme pair de France. Monsieur, sur la foi d'un journal judiciaire que je ne connais pas, vous publiez que, dès vendredi dernier, je me suis empressé d'écrire à M. Vedel pour mettre opposition à la représentation des serments, et vous accompagnez cette annonce d'une fort jolie épigramme contre cette comédie.
L'épigramme me touche fort peu, elle sort peut-être de la même plume qui avait loué l'ouvrage quand l'auteur avait cessé d'être un homme politique. Je ne prétends pas l'empêcher de continuer, mais le fait n'est pas vrai, et je me récrie. Il n'y a eu de ma part ni possibilité ni volonté de faire ce qu'on m'impute. Je suis parti vendredi de la campagne et je suis arrivé chez moi à Paris vers les 7 heures, sans me douter de ce que le Moniteur avait publié le matin d'honorable pour moi. C'est mon portier qui m'a salué du titre de père, attendu qu'il avait expédié le matin même pour mon village une lettre officielle qui portait ce titre. Et comme cette lettre ne m'est pas encore revenue, j'ignore à quel ministre je suis redevable de ce premier avis. Quant à ma volonté, elle n'existe point, elle n'existera jamais. C'est m'insulter que de me croire capable d'abjurer les travaux et les honneurs littéraires pour un honneur politique. La charte n'a pas établi d'incompatibilité entre le poète dramatique et le pair de France. Si elle l'eût fait, j'aurais refusé la pairie. Les lettres et les succès de théâtre honorent ceux qui cultivent les unes et qui obtiennent les autres sans intrigue et sans bassesse. Au lieu d'y renoncer, je sollicite au contraire avec plus d'insistance la représentation des serments, la mise en scène d'une de mes tragédies et la lecture d'une comédie en 5 actes. Si vous avez quelque crédit auprès de monsieur le directeur du Théâtre Français, veuillez l'employer en ma faveur. Les épigrammes dont on m'a poursuivi comme député sont bien usés. Vous devez désirer qu'on en renouvelle la matière, et une nouvelle comédie, une nouvelle tragédie de moi serait de merveilleux aliments pour la verve satirique de mes adversaires. Rendons-nous mutuellement ce service. Je vous en serai très reconnaissant pour mon compte, et je vous prie d'agréer d'avance les remerciements de votre très humble serviteur, Viennet. Revenons au baron Taylor et au changement que sa présence allait apporter dans la direction du Théâtre Français. Taylor avait fait au panorama dramatique Ismaël et Mariam tout seul, Bertram en collaboration avec Nodier et Ali Pacha en collaboration avec Pichat. Pichat, jeune homme de 28 ans à cette époque, avait depuis 2 ou 3 ans un Léonidas reçu au Théâtre Français. Taylor tira Léonidas du pandémonium où il se trouvait et le mit en répétition. Talma devait jouer le rôle de Léonidas. Non point que Talma, cette suprême intelligence, se trompât sur la portée du rôle, qui, dramatiquement parlant, était nul, mais du côté plastique, il y avait quelque chose de nouveau à faire, et le pauvre Talma fut, jusqu'à sa mort, à la recherche de ce monde perdu que, moins heureux que Vasco de Gama, il ne parvint pas à retrouver. D'ailleurs, pour jouer Léonidas, le moment était bien choisi. L'Europe tout entière avait les yeux fixés sur les successeurs des 300 Spartiates. Puis, disait-on d'avance, la pièce nouvelle allait être montée avec un luxe inaccoutumé et une mise en scène inouïe. Je me rappelle la première représentation de cette tragédie de Léonidas, dans laquelle on sentait poindre des lueurs d'idées nouvelles, dans laquelle tous les mots historiques qui célébraient cette fameuse défense des Thermopyles étaient heureusement encadrés et admirablement dits par Talma, où un hémistiche du jeune Agis remplaçait le récit obligé. Agis, blessé, venait tomber sur scène en disant « Ils sont tous morts, je meurs ». L'ouvrage eut un grand succès d'enthousiasme à cause des circonstances dans lesquelles il était joué, succès d'admiration pour Talma qui semblait une statue antique descendue de sa base. Après la représentation, la toile tombée, je vis passer, à travers le corridor et le foyer, un groupe bruyant, plein de joyeuses clameurs et de fraternelles félicitations. Un beau jeune homme, au visage radieux, comme celui d'Apollon vainqueur, faisait le centre et était le héros de ce groupe. C'était l'auteur de Léonidas. Hélas, 2 ans après, il était mort. Mort, ayant touché à peine du bout des lèvres la coupe enivrante du succès. Mais au moins cette boisson qui adoucit ses derniers moments, ce fut Taylor qui eut le bonheur de la lui présenter.
sentait l'or, Pichat mourait obscur, et tout météore éphémère qu'il ait été, quelques-uns, et je suis de ceux-là, se rappellent la lumière éclatante qu'il jeta pendant sa courte durée.